Salut les amis, le mercato estival ouvre ses portes dans quelques jours et c'est le début des vidéos mercato sur la chaîne. Nous allons réaliser ce format pour l'ensemble des clubs phares de Premier League. N'hésitez donc pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas pour suivre l'ensemble de la série. Et n'hésitez pas aussi à regarder les vidéos jusqu'au bout, question de me donner derrière vos avis en commentaire et qu'on puisse mener la discussion. Sans plus tarder, on va commencer par le mercato d'Arsenal. Et cette vidéo sera organisée en 3 parties. Dans un premier temps, on va partir sur le mercato réaliste, les joueurs qu'on est susceptible de retrouver la saison prochaine dans cette équipe et surtout le 11 de départ plus ou moins certain d'Arsenal la saison prochaine. Ensuite, on va passer à un deuxième 11 qui concerne les backups. On a vu que l'un des problèmes d'Arsenal sur la saison écoulée, c'était aussi la profondeur de banc et le fait de faire face à certaines échéances quand des joueurs importants sont blessés. Donc, on va également présenter un 11 de backup censé suppléer ou en tout cas apporter de la force à ce 11 de départ-là pendant des moments chauds de la saison. Il est même possible que des joueurs de ce 11 backup se retrouvent finalement dans le 11 titulaire. Tout va dépendre au bout du compte des prestations et de ce qu'ils seront capables de proposer ou d'amener. Et ensuite, en dernier lieu, on aura le 11 de rêve. Ce n'est pas spécialement le 11 le plus réaliste possible, mais ce sont des suggestions intéressantes au vu de la saison d'Arsenal et au vu des besoins en fait pour la saison prochaine. Let's go. Ce que vous voyez là à l'écran, c'est pour moi le socle de l'équipe. C'est en gros des joueurs indéboulonnables qui seront là en fait la saison prochaine et c'est autour de ce socle là qu'il faudra construire. Je sais que sur les postes manquants, il y a pas mal de suggestions. Il y a des propositions et chacun y va en fait de sa théorie. Et comme je vous l'ai dit, ce 11 a pour vocation d'être le plus réaliste possible. Et c'est pourquoi vous allez retrouver des joueurs qui se basent sur différents facteurs. Des facteurs de style mentalité Arteta. J'entends par là véritablement mentalité du coach. Comment il gère en fait son effectif. Comment il récompense en fait les meilleures prestations. Comment il donne de la confiance en fait à certains joueurs. Et deuxième aspect de cette mentalité Arteta, j'ai presque envie de désigner par là le fait que ce soit un coach qui fait très peu de changements quand il trouve la formule parfaite en fait. Arteta, on est un peu sur du conservatisme. On est sur le type de coach qui se dit si je trouve la bonne formule qui fonctionne, on ne change pas une équipe qui gagne, donc je maintiens en fait les gars qui font l'affaire. Et du coup, dans cette équipe-là, vous allez retrouver pas mal de joueurs qui sont des soldats d'Arteta, mais aussi des suggestions selon les besoins d'Arsenal et selon ce qu'on est en droit d'attendre en fait la saison prochaine. Let's go. On commence par le poste de latéral droit sur lequel, pour moi, Arteta partira toujours sur Ben White. Ben White qui est un joueur polyvalent qui peut tout aussi bien jouer dans l'axe que là, dans le couloir et même en tant que milieu défensif. Il a prouvé la saison dernière à ce poste et je pars du principe qu'Arteta devrait lui réitérer sa confiance. Ensuite, dans l'axe, on retrouverait aux côtés de Saliba Gabriel qui a formé une véritable charnière solide avec Saliba. Et je trouve que derrière, cette défense me rappelle un peu, en guise d'analogie, celle du Barça. Le fait d'avoir 3 défenseurs centraux de profil, ça apporte une vraie solidité défensive et ça permet derrière à l'équipe de se projeter tout en ayant du solide derrière. Cette technique, on voit d'ailleurs que Manchester City a aussi tendance à la mettre en œuvre sur cette saison-là, où Guardiola mise pas mal sur 3 profils vrais d'essai en fait dans sa défense. Question d'asseoir cette solidité défensive et permettre en même temps certains aménagements. Donc je pars vraiment du principe qu'Arteta maintiendra en fait ce socle pour ensuite ajuster en fonction du contexte et des besoins. Et oui, à gauche, je pars sur Zinchenko. Voilà, je sais que l'Ukrainien est pas mal critiqué. Je sais aussi qu'il a beaucoup de largesse défensive, mais c'est un joueur mentalité Arteta. Et dans la mentalité d'Arteta, positif ou non, on sait que c'est quelqu'un qui a une espèce de syndrome citizen. C'est-à-dire qu'Arteta, il est convaincu qu'avec les joueurs de Manchester City, il peut toujours arriver à passer un cap, transmettre une espèce de winning mentality à ces différents joueurs pour les pousser en fait à passer un certain cap. Zinchenko, c'est l'un des joueurs qui représente cela, même quand il montre des faiblesses défensives parfois sur le terrain. Et je pense que pour toutes ces raisons-là, Arteta va certainement lui réitérer sa confiance la saison prochaine. N'oublions pas non plus ses qualités par rapport à ce qu'Arteta recherche.
notamment le fait que ce soit un milieu qui soit capable en fait de repiquer dans l'axe pour créer ce surnombre-là et participer aux phases offensives. Donc Zinchenko dans ce couloir gauche. Évidemment, en tant que milieu défensif, je pars toujours sur Thomas Partey. Pour moi, ce gars-là aujourd'hui, c'est l'un des socles de l'équipe d'Arsenal. J'aurais même pu le rajouter là. Je ne l'ai pas fait simplement en raison du plan que j'ai prévu pour cette vidéo-là. Entre autres parce que on sait qu'à ces postes-là, il y a des suggestions. Voilà, il y a des messages qui passent par-ci par-là. Donc, on ne va pas trop tarder là-dessus. On va passer en fait au deuxième milieu défensif. Sachant d'ailleurs que Arsenal a perdu Granit Xhaka, ou en tout cas va le perdre à ce poste. Du coup, l'enjeu est aussi d'envisager une option à ce poste. Je pars sur une option qui est plutôt obvious de mon point de vue. Et évidemment, ça sera Declan Rice. Ce joueur-là, pour être totalement transparent avec vous, j'ai mis du temps à lui accorder ma confiance. Parce qu'au départ, je l'estimais assez surcoté. Il est anglais et même irlandais aussi. Et je me rappelle qu'à cette époque, voir une grosse hype autour de ce joueur-là allait même l'empêcher, entre parenthèses, de jouer pour l'Irlande, pour l'inviter en fait chez les Three Lions. Ça m'amenait à m'interroger pas mal en fait sur ce qu'il vaut réellement. Et j'ai vraiment pris le temps en fait de l'observer, de voir son évolution, de voir ce qu'il est capable d'apporter. Ça m'a peut-être pris plus de temps que la plupart des gens, mais je pense que ce temps-là, j'en avais besoin pour vraiment mettre de côté toute la hype à côté du joueur et regarder de façon intrinsèque ce qu'il est capable en fait d'apporter et c'est quoi sa vraie qualité en fait. Et ça, j'ai pu le découvrir, j'ai pu voir en fait ce qu'il apportait. Et on l'a tous vu d'ailleurs, je crois, à un moment donné pendant l'Euro 2020, quand il formait une doublette assez intéressante en fait avec Calvin Phillips de Man City aujourd'hui. Et Rice, je trouve qu'aujourd'hui, qu'il rejoigne Arsenal, ça serait un vrai must en fait. C'est quelqu'un qui apporterait un véritable plus pour Arsenal à ce poste-là. Donc c'est l'une des options à considérer. Évidemment, comme vous pouvez le voir là, sa valeur marchande est estimée en fait à 80 millions par transfert market. Mais on n'est pas dupe en fait. On sait comment ça se passe en Premier League. Moïse avait d'ailleurs dit à un moment donné qu'il estimait le joueur à 100 millions. Et aujourd'hui, Declan Rice, en termes de valeur, ça va taper dans les 100-120 millions. Et si Arsenal va le chercher, je pense qu'il faut ouvrir à peu près une fourchette entre 90 et 110 en fait. C'est son prix. Et je tiens compte évidemment du fait que Arsenal dispose, j'avais lu des infos là-dessus, d'une somme d'environ 200 millions pour son mercato. Et je pense donc que s'il y a l'un des postes sur lesquels il faut véritablement investir sans trop se tourner les pouces ou lésigner sur les moyens, je pense que c'est à ce poste-là et Declan Rice serait une valeur intéressante. À défaut de Declan Rice, évidemment, celui qui vient à l'esprit de pas mal de gens, c'est Caicedo. C'est aussi un joueur que je valide. Voilà, je regarde intégralement chaque fois la Premier League. C'est mon championnat préféré et ce gars-là, j'ai pu voir en fait clairement ce qu'il valait et ce qu'il apporte en fait à Brighton. Et pour moi, c'est indubitable. S'il vient à Arsenal, ça sera un must en fait pour l'équipe. C'est une valeur sûre, il assure dans son rôle et je pense qu'avec lui, Arsenal ira en fait chercher plus loin. Ça sera un step en amont et ça sera intéressant de l'avoir dans cet effectif-là. Évidemment, après avoir dessiné ce socle, on le voit tous, le poste qui reste en fait à combler, c'est celui d'attaquant. Et pour la saison prochaine, je suis convaincu qu'on va retrouver Gabriel Jesus. Oui, ce seul et bon vieux Gabriel Jesus. Je sais, on a vu sa saison. J'ai envie d'utiliser l'expression de la montagne qui accouche d'une souris. On n'en est pas loin. Les expectatives étaient assez hautes par rapport à ce gars-là. On a vu déjà sa pré-saison qui était absolument dingue. Et tout le monde se disait qu'avec lui, Arsenal devrait passer un cap. C'est d'ailleurs le joueur phare sur lequel tout le monde misait pour une saison réussie, stratosphérique et incroyable d'Arsenal en fait. Et finalement, ça a été le pire en fait de ce quattro d'attaque. Jesus, c'est un joueur qui est assez complexe. Complexe et difficile à cerner dans le sens où, selon l'approche footballistique qu'on a, on peut apprécier ses qualités ou remettre en question certains points. Je m'explique. On est sur un profil qui est capable en fait de décrocher, de combiner, de donner de l'espace en fait aux autres joueurs et de permettre vraiment au jeu de vivre offensivement. Et dans le même temps, on sait qu'aujourd'hui le football
a tendance à se tourner davantage vers l'efficacité. On part du principe qu'aujourd'hui, et d'ailleurs ça n'a pas changé, le but d'un match de football, c'est de marquer plus de buts que son adversaire. Et donc l'aspect décisif, qu'on le veuille ou non, est partie intégrante en fait de ce sport-là. Oui, il faut être un bon joueur de ballon. Oui, derrière, il faut combiner. Oui, le beau jeu, ça compte. Les décalages, les dribbles, tout ça, c'est important. Mais qu'on se dise les termes. Le but ultime de tout ce processus-là et de toute cette construction, c'est de marquer des buts en fait. Donc si tu as toutes les qualités qu'il faut et que les buts, tu les marques pas, bah tu perds les matchs. Et derrière, allez, je garde certains termes pour ne pas être strike au niveau de la vidéo, mais je pense que vous avez plus ou moins compris en fait à ce niveau-là. Donc pour moi, Jesus, à un moment donné, il sera là. Arteta va miser sur lui. Mais franchement, il y a matière à aller chercher plus en fait. Et je pense que cette saison-là, ça sera l'ultime saison où il est censé faire la différence en fait. Si cette année, il ne fait pas la différence, je pense que ouais, son temps à Arsenal est... Alors, pas forcément compté. Peut-être qu'il peut passer en fait en deuxième option. Et dans ce cas-là, c'est Eddie Nketiah qui devrait bouger. Ce que je trouve d'ailleurs dommage parce que pour moi, pendant la blessure de Gabriel, il a apporté plus que le titulaire à ce poste. Et s'il y a quelqu'un qui mériterait d'être titulaire à ce poste pour moi aujourd'hui, dans une concurrence saine, ce serait Eddie Nketiah. Mais évidemment, par rapport à certains privilèges qu'il a, j'ai juste qui vont au-delà de ses prestations sur le terrain. Il est titulaire à ce poste-là, mais pour moi, il ne devrait pas le rester indéfiniment. À un moment donné, même le club décidera de voir un peu plus loin que l'affection d'Arteta pour les joueurs de Manchester City ou pour certains leaders. Et le club veut de l'efficacité et passer en step. Et si Arteta n'arrive pas à le voir, je pense qu'il y a déjà un interne qui essaieront de lui passer le message subtilement pour faire des choix forts en fait. Donc voilà les amis, ce que vous voyez là à l'écran pour moi, c'est le 11 plus ou moins certain avec Rice ou Caicedo. Le 11 plus ou moins certain en fait d'Arsenal la saison prochaine. S'il démarre la saison, ça devrait être quelque chose comme ça. Maintenant, il y a des ajustements en fait qui pourraient avoir lieu. Par exemple, il y a des gens dans ce 11 type qui pourraient plus ou moins sauter selon le niveau en fait des recrues. Et c'est pourquoi il va être intéressant à un moment donné de regarder ce que je vous propose au niveau du 11 des backups. Parce qu'il y a des joueurs dans ce backup qui pourraient se retrouver dans ce 11 de départ et c'est là que c'est intéressant. Let's go. Voilà le 11 que j'estime en fait comme étant le 11 des backups en fait pour Arsenal. Vous allez retrouver en fait des joueurs qui ont été blessés au cours de la saison, qui pour moi vont revenir en fait la saison prochaine. Des joueurs qui ont également prouvé à leur poste, qui ont pu rentrer dans certains matchs et faire la différence. Et avec des statuts en fait qui ont changé pour certains. Et on va rentrer un peu plus dans le détail. Tomiyasu n'est plus à présenter. On a vu qu'à chaque fois qu'il a joué à ce poste, il a été solide. On peut mettre entre parenthèses la petite erreur contre Manchester City qui a coûté à l'équipe. Au-delà de ça, voilà, c'est quelqu'un qui a prouvé sa valeur sur le temps. Et je pense que ouais, c'est un backup intéressant à ce poste-là. Il pourrait même prendre la place de Ben White dans certaines circonstances. Donc, c'est un joueur sur qui il faut compter. Voilà, Kivior, voilà, il est arrivé dans l'équipe à un moment où il y avait un véritable besoin à ce poste-là. Donc, il est remonté dans le 11. Il a fait le job sur pas mal de matchs. En tout cas, par rapport à Rob Holding, très certainement. Et je pense donc que c'est une option intéressante, un backup à ce niveau-là. Le gars qui est intéressant pour moi dans ce backup, c'est évidemment Marc Guéhi de Crystal Palace. Aujourd'hui, je l'ai mis dans le 11 de backup, mais pour moi, c'est un joueur qui a un vrai potentiel pour intégrer le 11 de départ à la place de Gabriel et former une vraie charnière centrale solide avec William Saliba. Tout va se jouer véritablement sur les chances qu'on va lui donner et sur sa capacité à faire la différence pendant ces rencontres-là. Question de faire basculer les choses en sa faveur. On le sait, Arteta, il est assez conservateur, donc forcément, il va faire confiance à ce poste-là, à ses joueurs phares. Mais si tu arrives dans le match et que tu fais la différence dès le début, on a vu, c'est comme ça que ça s'est passé avec Saliba. Je pense qu'au départ, voilà, il est arrivé dans cette équipe en tant que titulaire en raison de sa saison à Marseille. Je parle de Saliba. Et ça a marché dès les premiers matchs. À partir de là, il n'y avait plus aucune raison qu'il sorte de l'équipe en fait. Et Gueye, ça peut se jouer très facilement sous des détails comme ceux-là. Il arrive dans l'équipe, on lui donne sa chance. Et si vraiment il fait la différence, pour moi, il reste en fait. La zone d'ombre, ou plutôt de tristesse en fait, concernant ce 11 de backup, pour moi, c'est le poste de latéral gauche. Parce que celui qui mérite d'être à ce poste-là pour moi aujourd'hui, c'est Kieran Tierney. Et je pense même que Kieran, il mérite d'être titulaire par rapport à Zinchenko. Mais voilà,
J'ai déjà parlé des choix d'Arteta, de ce qu'il prend comme décision. Et je ne serais donc pas étonné qu'à un moment donné, les rumeurs côté Newcastle se concrétisent et qu'ils finissent par quitter malheureusement l'équipe. Et du coup, dans une optique en fait intéressante, je pense qu'Arsenal ne devrait pas, enfin en tout cas, je pense qu'ils ne vont pas dépenser à ce poste-là. On part du principe qu'ils ont une enveloppe de 200 millions et parmi les recrues, vous avez pu le voir, on envisage à un moment donné un défenseur qui serait Gueye, un milieu défensif qui pourrait être en fait Caicedo ou Rice. Et on envisage aussi des postes offensifs, on va en parler, notamment avec Maddison que vous retrouvez dans ce 11-là. Donc tout ça mis bout à bout, on se rapproche petit à petit de ce montant de 200 millions. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de rêves et beaucoup d'expectations, mais niveau recrutement, je ne serais pas choqué qu'au bout du compte, Arsenal recrute entre 3 et 4 joueurs en fait à grand max. Je ne vois pas un mercato fou parce qu'ils ont ce montant à leur disposition. Je pense qu'ils vont essayer de miser sur des profils assez sûrs pour faire la différence. Et donc, pas sur la quantité, mais véritablement sur la qualité en fait. Et donc, à ce poste, si jamais Tierney part, je ne serais pas étonné que Tavares soit rappelé et qu'il puisse mettre au service de l'équipe son expérience du côté de Marseille. On avait vu sa largesse à l'époque où il jouait à ce poste-là, mais l'enjeu est d'espérer que ce trip à Marseille lui ait permis, comme à Saliba, de passer un certain cap et un certain level. Alors au niveau du milieu, il n'y a pas de dessin à faire. Jorginho, on sait dans quelles conditions elle est arrivée dans cette équipe de Chelsea. Donc je l'ai gardé en fait en termes de double pivot avec Mo Elneny. Le joueur qui pour moi va avoir besoin de passer un cap la saison prochaine, c'est bien celui que vous retrouvez en 10 dans cette équipe-là. Ce qui est parfois triste avec le football, c'est de réaliser qu'il y a une vraie culture de l'instant. Quand vous êtes au top et quand vous êtes là, les gens vous ont en mémoire et vous hype tout simplement en fait. Mais si vous rentrez dans un cycle de blessures ou que derrière, pour une raison ou une autre, en fait, vous vous retrouvez plus sous les projecteurs, c'est très très facile de passer aux oubliettes et c'est très très facile de se retrouver soit critiqué, sous-estimé, voire même sous-évalué en fait. On a l'impression que vous avez perdu totalement toutes vos qualités en un laps de temps et c'est triste parce que pour moi c'est vraiment un cancer qui impacte pas mal de joueurs aujourd'hui et on le retrouve à différents niveaux. Et du coup, pour la plupart des joueurs, ça met une espèce de pression psychologique parce qu'ils se sentent obligés de revenir ils se sentent obligés de revenir rapidement en fait à leur niveau de base pour pas être oubliés et pour être en fait à la hauteur. Et ça peut causer dans certains cas de figure des rechutes. Et quand ils sont là et que la prestation n'est pas à la hauteur de ce qu'ils ont été par le passé, bref, ils rentrent dans une espèce d'engrenage qui fait que c'est très très compliqué de s'en sortir. On leur donne pas le temps, ils n'ont pas l'espace qu'il faut en fait pour progresser. Et c'est tellement compétitif et ça va vite que derrière c'est compliqué de tenir. Alors, c'est pas spécialement la faute non plus des clubs. Je pense que c'est vraiment l'atmosphère footballistique qui est ainsi. À un moment donné, on est sur un domaine qui est compétitif et il n'y a pas vraiment de temps. Donc, quand on est blessé, qu'on revient, il faut faire la différence. Si on ne la fait pas, à un moment donné, il y a quelqu'un d'autre qui prend la place. Ça va tellement vite que c'est très très compliqué. Et c'est pourquoi le travail de récupération et de retour pour moi est très important. Il est important de ne pas précipiter en fait son retour et de tout faire pour revenir dans les meilleures conditions, de sorte à ce que quand on revient, on puisse faire la différence instantanément. Parce que si on ne la fait pas à ce moment-là, facilement les gens vous oublient et vous ramènent en fait à vos vieux démons pendant les blessures. J'ai beaucoup parlé parce que Emile Smith-Rowe, c'est un joueur que j'apprécie personnellement. Je trouve qu'il fait partie de cette génération-là de joueurs pépites d'Arsenal et de joueurs en fait qui sont issus du club et qui pour moi sont voués à porter Arsenal en fait dans le futur. Mais le fait est que le joueur il manque de confiance. J'ai regardé le doc All or Nothing d'Arsenal et j'ai pu voir à un moment donné quelques détails sur sa mentalité, son hygiène de vie, mais également les difficultés qu'il pouvait avoir. Et j'avoue que j'ai remarqué qu'il n'avait pas spécialement en lui cet instinct de leader là
qui fait que derrière, il est un peu sous-estimé parfois par rapport à ses coéquipiers du même âge. Et du coup, je trouve qu'aujourd'hui, il est vraiment obligé de passer un cap la saison prochaine s'il a envie de taper en fait niveau Arteta. Enfin, dans sa tête ou en tout cas de lui montrer ses qualités. Question d'avoir du temps de jeu, de la considération. Parce que je trouve que c'est un joueur qui est pétri de talent, c'est un joueur qui a du potentiel. Mais en raison voilà, de la spirale dans laquelle il se trouve aujourd'hui, il est désormais négligé par pas mal de gens qui ont envie très facilement de passer à autre chose en négligeant que ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a des qualités. Donc voilà, je limite là ce monologue sur Emile Smith-Rowe et on passe du coup évidemment à l'une des recrues que j'envisage moi à Arsenal, c'est James Maddison. Alors je sais qu'il y a beaucoup de réflexions à ce niveau-là. Beaucoup se disent est-ce qu'on a besoin de lui? Qu'est-ce qu'il fout là? Est-ce qu'on n'a pas d'autres priorités en fait? Et c'est pourquoi ce 11 de backup, je trouve qu'il est intéressant parce qu'il permet vraiment d'avoir une vision globale de ce que représenterait l'équipe en fait à chaque poste après ce 11 en fait de départ. Et pour moi, il est important pour Arsenal aujourd'hui d'avoir une doublure en fait à chaque poste. Et là où c'est intéressant avec James Maddison, c'est véritablement sa polyvalence en fait. On sait qu'il peut jouer dans l'axe en 10, il peut jouer sur le couloir droit comme il peut jouer dans le couloir gauche en fait. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on est sur un profil polyvalent. Quand tu le recrutes, tu as l'impression d'avoir recruté 3 joueurs, ou en tout cas un joueur qui est capable de jouer à 3 postes en fait, voire même 4 parce qu'à un moment donné, il peut aussi jouer relayeur je pense dans certaines circonstances. Mais bon, vu le format d'Arsenal, vaut mieux le garder devant et vu ses qualités, c'est là où il s'exprime en fait le mieux. Donc pour moi, avec la relégation de Leicester, c'est un profil qui peut être intéressant pour Arsenal la saison prochaine et l'avoir à ce poste-là, ça serait vraiment tout bénef quoi. Et du coup, évidemment, on a Eddie Nketiah en pointe parce que pour moi, ouais, c'est quelqu'un qui a le potentiel d'être titulaire aujourd'hui et s'il ne l'est pas, l'avoir dans le 11 de backup, c'est un must, il n'y a pas de discussion. Évidemment, je n'oublie pas Leandro Trossard qui nous a montré la saison dernière pourquoi on l'a recruté et qui a presque fait oublier le non-recrutement en fait de Modric par ses qualités et par son apport dans cette équipe-là. Évidemment les amis, l'enjeu n'était pas de s'arrêter qu'à ce 11 de départ et ce 11 de backup. Je vous l'ai promis, en plus de ces deux 11, on va partir en dernier lieu sur le 11 de rêve. Voilà le 11 de rêve que je propose des amis. J'ai envie de le qualifier de 11 de rêve réaliste. Ça fait un peu oxymore de parler de rêve réaliste, mais je pense que vous l'avez compris. Sans plus tarder, comme vous pouvez le voir, j'associe en fait Gueye à Saliba. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves en Premier League. Et je pense que ouais, il passera un cap à Arsenal et pourrait aider l'équipe à passer un cap. Et je trouve que ça peut représenter une vraie charnière intéressante, ces deux-là en fait dans l'axe associé à Ben White. Et cette défense, si vous la regardez bien, elle ressemble un peu à ce qu'on peut voir chez le Barça aujourd'hui, lors de la saison dernière. Concrètement, le fait d'avoir 3 profils assez défensifs dans l'équipe, à savoir Ben White, Saliba et Gueye, mais aussi un profil offensif à gauche, notamment Estupiñán, qui pour moi aujourd'hui est l'un des meilleurs latéraux gauche en fait de Premier League. Une sacrée révélation qui a permis à Brighton aussi de passer un cap dans ce couloir. Et pour moi, ce type de joueur est très très intéressant. L'avoir à Arsenal, ça serait un must en fait, que ce soit pour des centres, sa capacité à combiner, à se projeter. Bref, un bijou en fait, ce profil-là, et l'avoir à Arsenal, ça serait le top. Évidemment les gars, vous voyez un double pivot, Caicedo et Rice. Franchement, tu as une charnière Gueye, Saliba, White et tu rajoutes le double pivot Caicedo, Rice. Je pense qu'au niveau clean sheet et niveau arrière, tu dors l'esprit tranquille en fait, tu vois. Tu sais que tu as du lourd derrière, tu sais qu'à la perte de balle, tu as ce qu'il faut en fait pour récupérer facilement. Et tu sais aussi que devant, ça envoie du lourd. Franchement, je regarde l'équipe, j'en parle. Je suis trop hype les gars, je suis hype parce que pour moi, c'est incroyable. C'est une équipe qui est équilibrée sous différents aspects. On n'est pas en fait dans du flashy, vous voyez, du clinquant sans valeur. On est véritablement sur une équipe, voilà, qui... je suis hype quand j'en parle, bon sang de bonsoir. On est véritablement sur une équipe qui est équilibrée parce qu'elle a une bonne assise défensive, mais aussi elle a des profils intéressants et complémentaires offensivement. Et Arsenal aligne une tête équipe avec Arteta à la tête. Ah les gars,
pour moi, ça joue le titre en fait, tu vois. Ok, ça l'a joué la saison dernière, mais avec une équipe comme ça joue encore plus le titre. Je sais pas comment le dire, mais vrai concurrent de Manchester City de mon point de vue en fait. Parce que pour moi, la saison prochaine, toutes les équipes vont bouger, toutes les équipes vont évoluer. Mais Arsenal a un 11 de départ comme ça, les gars. Pour moi, ça joue le titre. Ça tape une bonne partie des équipes de Première Ligue. Et ça joue clairement le titre. Il y a pas à parler taille. Enfin, pour moi, c'est assez évident. Et donc derrière, on a une défense assez solide. On a un joueur offensif qui peut se projeter et permettre de faire la différence en créant le surnombre. On a ce double pivot qui pour moi est une masterclass, des profils qui peuvent s'avérer complémentaires et représenter en fait une vraie solidité au milieu. Et on a ce quattro qui pour moi peut faire des ravages. Évidemment, Martinelli, Saka et Odegaard, on n'a plus besoin de les présenter. Et je sais qu'il y a des théories à propos de ce trio-là. Il y a plein de gens qui estiment que ces trois joueurs ont surperformé et qu'ils sont incapables de réitérer ce qu'ils ont réalisé la saison dernière en fait. Alors, je sais que Saka, il n'a plus rien à prouver, donc tout le monde le valide. Mais je sais qu'il y a des doutes concernant Odegaard et Martinelli. Alors, Odegaard, peut-être qu'il pourrait ne pas réaliser le même chiffre au niveau des buts, des assists et tout ça. Mais pour moi, concernant sa vision de jeu et concernant en fait son apport offensif, ça ne va pas changer en fait. Et si en plus il a un striker en face qui est un excellent finisseur et capable de mettre les ballons au fond des filets, laissez-moi vous dire les gars qu'il est même capable de faire mieux que ce qu'il a réalisé la saison dernière. Peut-être pas forcément au niveau des buts, mais au niveau des assists, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Et donc un trio Saka, Odegaard, Martinelli, je le maintiens parce que pour moi, il passera un cap la saison prochaine et ces gars-là, avec plus d'expérience, ils iront en fait assez loin. Évidemment, vous avez Victoire en pointe, voilà, qui a passé un véritable cap cette saison en fait avec Naples, que ce soit dans le championnat italien qu'en Champions League. Et je pense que ses prestations en Champions League ont pas mal marqué la plupart des gens. Parce que voilà, on va pas se le mentir, la Serie A aujourd'hui c'est plus que c'était. Donc forcément quand quelqu'un brille en Serie A, on le relativise un peu en raison du level du championnat mais aussi de pas mal de facteurs. Mais arriver en fait à montrer un niveau intéressant aussi bien en championnat qu'en Champions League, ça envoie un message en fait. Ça prouve que le joueur a passé un véritable cap indépendamment en fait du championnat dans lequel il joue. Et ça c'est un facteur important en fait à noter. Et c'est un must à avoir en tête quand on l'envisage à Arsenal. Et on l'a vu en fait, hein, c'est un gars qui est capable de marquer en fait, voilà, sur des ballons en profondeur, voilà, de marquer de la tête, ça c'est super important. On a vu qu'il avait une détente incroyable et pour moi c'est un facteur intéressant quand tu as des joueurs potentiellement comme Estupiñán qui peuvent t'envoyer des centres de laisse tomber. Et voilà, et cette équipe-là, je la trouve assez intéressante et je pense qu'elle permettrait à Arsenal de passer un cap. Mais on est sur du dream les gars, donc forcément il y a des profils dans cette équipe qu'on ne va pas retrouver la saison prochaine. Et je pense même qu'il y a des chances qu'entre Caicedo et Rice, qu'il y ait un choix entre les deux et pas les deux dans l'équipe. Mais voilà, c'était ma proposition au niveau 11 de rêve pour Arsenal. On arrive au terme de cette vidéo les gars, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire pour qu'on puisse poursuivre la discussion. Et comme je l'ai dit, ce format-là, on va le continuer en fait pour la plupart des clubs phares de Première Ligue. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker les gars et partagez surtout, c'est vraiment important. Ça permet de rendre visible ce que je fais et aussi ça permet à d'autres gens d'interagir pour qu'on puisse mener la discussion. Si vous êtes des fans des Gunners ou pas fans des Gunners, n'hésitez pas à le partager parce qu'on va le faire pour les autres équipes. Et donc les gens pourront suivre également le même sujet pour leur club respectif. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour suivre en fait la série, recevoir des notifs et donc pouvoir avoir de la visibilité quand ça sera le tour de votre club. Voilà, merci les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se capte très vite pour la prochaine. Ciao!